Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je demanderai à tout le monde de bien vouloir couper son micro, s'il vous plaît. Nous allons attendre encore une ou deux petites minutes. Je vois qu'il y a encore pas mal de monde qui arrive. Allez, encore une petite minute et puis on débute ce webinaire. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on va commencer. Bonjour à toutes et tous. Je me présente très rapidement. Je suis Pascal Grand. Je suis le pilote de l'axe professionnalisation pour Mobine France. On est très heureux de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de l'année consacré au parcours mobilité, une solution d'accompagnement vers l'insertion. Après celui qu'on a réalisé il y a un mois environ sur les vélos écoles inclusives. Donc, on continue notre cycle de webinaires à un rythme d'un par mois, mais j'en reparlerai tout à l'heure en fin de ce webinaire. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce cycle de webinaire, nous présentons en partenariat avec le laboratoire de sociologie urbaine. Je laisserai Éloi Bernier se présenter tout à l'heure. Puisque nous avons, dans le cadre de Mobine, nous développons divers partenariats. Et donc, c'est l'occasion, ces webinaires, de faire mieux connaître ces partenariats, en quoi et comment nous travaillons ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites questions techniques. Donc, vous allez pouvoir poser des questions. Je suis désolé, on est nombreux. Il y a plus de 200 inscrits à ce webinaire. Donc, on ne peut pas intervenir chacun à l'oral. Donc, je vous propose de poser toutes vos questions dans la partie, vous voyez en bas à droite, vous avez une petite partie questions. Plutôt, si vous avez pour vos questions, si vous pouvez plutôt passer par l'icône questions que dans le chat. Voilà. Et c'est Josie qui animera cette partie-là et qui recueillera vos questions pour qu'on puisse essayer d'y répondre. Avant de rentrer dans le vif, donc je le disais, pour ceux qui ne connaîtraient pas Mobine, une rapide présentation. Donc, nous sommes un réseau le réseau des acteurs territoriaux de la mobilité inclusive, un réseau relativement jeune qui date de 2017, qui est organisé en région et qui compte aujourd'hui environ 150 adhérents. Alors, ces 150 adhérents sont, vous le voyez, vous avez les chiffres sur cette diapo. On compte environ, parmi nos adhérents, environ 80 plateformes de mobilité, on va en reparler, des auto-écoles sociales, enfin des écoles de conduite à statut associatif, des vélos-écoles, des loueurs solidaires, etc., etc. Donc, des acteurs de terrain qui, au quotidien, accompagnent des publics qu'on dit empêchés en matière de mobilité. Notre métier à nous, des acteurs du réseau, c'est bien d'accompagner ces publics-là. Les missions du réseau en tant que telles, c'est d'accompagner et professionnaliser les acteurs, nos adhérents au réseau, fédérer les initiatives locales et régionales, porter des projets innovants et puis apporter notre expertise et notre ingénierie sociale. À noter que Mobine, le réseau Mobine, fait partie et un des acteurs
du laboratoire de la mobilité inclusive. Vous avez sans doute eu l'occasion de suivre un certain nombre de webinaires du LMI, du laboratoire de la mobilité inclusive. Donc, sachez que Mobin fait partie de ce LMI. Toujours pour aller très vite sur cette présentation de Mobin, ce qu'il faut qu'on vous dise, c'est qu'en 2022, ce cycle de webinaires s'inscrit dans un projet plus large qui a été retenu dans le cadre de la prévention, du plan de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, donc par l'État. C'est un projet qui s'appelle la mobilité pour tous et pour tous les territoires. Donc nous allons pouvoir développer dans le cadre de ce projet non seulement des webinaires, mais également une plateforme numérique, on aura l'occasion de vous en reparler, qui va vous permettre d'identifier finalement de manière assez fine tout ce qui peut exister en matière de mobilité solidaire et inclusive sur vos territoires, mais également une offre de formation qui va se développer, et puis des événements en région aussi, mais on vous en reparlera un petit peu plus tard, puisqu'on en est qu'au début finalement de ce projet, la mobilité pour tous et sur tous les territoires. Vous voyez aussi sur cette diapo qu'on a un partenariat avec l'ADEME, ce qui me permet de dire que pourquoi l'ADEME? Parce que nous travaillons de plus en plus sur les solutions de mobilité dites d'éco-mobilité inclusive et solidaire, c'est-à-dire toutes les solutions alternatives à la voiture seule. On en reparlera d'ailleurs dans un prochain webinaire que nous allons organiser le mois prochain. Je vous en dirai un mot à la fin de ce webinaire. Voilà, maintenant pour aller, je vous ai fait une rapide présentation de Mobin et de ses projets. Pour aller dans le dur finalement de ce webinaire, l'ordre du jour, nous allons avoir une présentation par Florence Muller, qui est responsable de la plateforme mobilité créative à Dijon. Elle se représentera, qui va nous exposer assez rapidement qu'est-ce qu'un parcours de mobilité inclusif. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cet intitulé-là. Ensuite, Éloi Bernier nous parlera plus spécifiquement d'une question sur laquelle il travaille particulièrement aujourd'hui, qui est le diagnostic mobilité. Je rappelle, Éloi Bernier étant doctorant à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, il se représentera tout à l'heure, dans 10 minutes ou un quart d'heure. Ensuite, pour aller au plus près du terrain, Florence Muller reprendra la parole pour présenter les notions de savoir et de pouvoir bouger, avec des retours d'expérience. Et notamment, nous aurons 2 personnes qui sont accompagnées ou qui ont été accompagnées par la plateforme de mobilité de Dijon, Zabioula Khan et Daniel Destared, qui témoigneront de leur parcours mobilité, et accompagnés d'ailleurs notamment par Vanessa Roth, conseillère mobilité. Donc ces 3 personnes-là témoigneront de ces 2 parcours d'accompagnement à la mobilité qui, vous le verrez, ont été plus ou moins longs. Et puis nous clôturerons, c'est Éloi qui reprendra la parole, qui clôturera ce webinaire, enfin avant vos questions d'ailleurs, sur le bilan du parcours mobilité, quel bilan on peut faire, quelle suite on peut donner. Voilà. Et pour terminer, mon introduction à ce webinaire, c'est tout simplement pour vous dire que ça sera Josie Saelen, chargée de mission Mobin Occitanie, qui assurera l'animation, le passage de relais entre les différents intervenants, la prise en compte de vos questions, voilà, tout au long de ces 1h30. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Moi, je vous retrouverai tout à l'heure dans quelques minutes à la fin de ce webinaire pour vous parler un petit peu de ce qui viendra à la suite. Voilà. Bon webinaire à tous. Je passe la parole à Florence Muller. Bonjour à tous. Donc, je suis Florence Muller, je suis responsable de la plateforme mobilité portée par Créative, et nous intervenons essentiellement sur la métropole dijonnaise et sur une couronne de 30 km autour de cette métropole. La plateforme, brièvement, dans sa présentation, elle a été créée en 2015. Nous avons une forme de fonctionnement un peu particulier, puisque toutes nos activités, enfin, la plupart des activités comme les locations, sont sous-traitées par des professionnels du territoire.
Donc, c'est une spécificité, nous n'avons aucun parc de véhicules. Donc, aujourd'hui, je vais intervenir sur le parcours mobilité. Donc, qu'est-ce qu'un parcours mobilité? Donc, vous voyez il y a des intervenants, il y a plein de parties prenantes, mais il y a aussi plein d'outils qui peuvent être utilisés. Donc, si on détaille un petit peu ce schéma, donc, bien entendu, vous avez en premier un bénéficiaire qui est repéré par un référent ou accompagné par un référent dans son parcours d'insertion socio-professionnelle et qui peut avoir une question, une problématique plus ou moins grande sur la mobilité pour accéder à l'emploi ou à la formation. Donc, ce bénéficiaire, ce frein est repéré par son référent prescripteur qui fait une orientation vers le conseiller mobilité. Et ce conseiller mobilité va recevoir ce bénéficiaire, va établir un diagnostic mobilité qui est un bilan de compétences. Et à l'issue de cet entretien, des conclusions seront rédigées ainsi que des préconisations. À l'issue de ce diagnostic, soit la personne, la problématique repérée et le frein repéré n'est peut-être pas forcément en priorité la mobilité, donc cette personne peut être réorientée, ou si la problématique est liée à la mobilité, à ce moment-là, le conseiller mobilité organisera le parcours mobilité, l'accompagnement durant un certain nombre une durée très variable qui peut être de quelques jours comme de quelques années. Le conseiller mobilité, dans son accompagnement, va donc construire le parcours de la personne par différentes étapes et voir quels sont les outils qui sont à sa disposition, donc sur les savoirs bouger ou les pouvoirs bouger, et elle mobilisera ces outils pour faire progresser la personne sur son parcours. Et à la fin du parcours, un bilan sera rédigé, établi, et pour conclure ce parcours mobilité. Florence, excuse-moi, est-ce que tu pourrais fermer ta caméra? Peut-être que ça va fluidifier la connexion dans le chat. Plusieurs personnes se plaignent de ne pas t'entendre suffisamment bien. Donc, on peut peut-être essayer. C'est moins agréable, hein, vous n'allez pas voir Florence, mais si tu enlèves ta caméra… Ah bah mince, bah, du coup, on a perdu Florence. On va attendre quelques instants qu'elle se reconnecte. Je l'ai troublée. Depuis le début du webinaire, ça coupe. D'accord. Bah écoutez, on est tous les trois sur des… Pascal est à Clermont-Ferrand, moi je suis à Montpellier, Florence est à Dijon et on avait l'impression, on s'entendait bien, donc on avait l'impression que les connexions étaient plutôt bien établies. Donc on va attendre que Florence se connecte à nouveau. Aucun souci. Bon bah je vois que plusieurs… Est-ce que là vous m'entendez mieux? Eh bien oui, je pense que moi je t'entends bien. Après, j'avais pas de souci, Florence. Donc peut-être qu'effectivement… Est-ce qu'il est nécessaire que je refasse la présentation du… Est-ce que c'est toujours haché? Est-ce que tu as des retours? Alors, est-ce que les personnes qui avaient des problèmes pour entendre Florence, est-ce que maintenant ça va? Alors, ça va très vite dans le chat. C'est bon, super. Vous m'entendez mieux. En fait, j'avais mis l'araignée pour que les participants puissent mieux entendre, mais en fait, je l'ai retiré et ça va mieux du coup. Ça va mieux. Enlève l'araignée. Je refais une petite présentation rapide de ce que je viens de dire, peut-être. Rapidement, brièvement. Très rapidement, voilà. Donc, si tu peux revenir sur la diapo du parcours, voilà. Donc, je refais très brièvement, en espérant que vous entendiez le un mot sur deux que vous n'avez pas entendu tout à l'heure. Donc, dans un parcours mobilité, vous voyez qu'il y a plusieurs parties prenantes. Vous avez donc le bénéficiaire, vous avez son référent prescripteur et la conseillère mobilité. Donc, le bénéficiaire est accompagné par le référent prescripteur qui détecte un frein à la mobilité, donc qui fait une orientation vers le conseiller mobilité, qui
qui va établir un diagnostic mobilité et à l'issue de ce diagnostic, fera un bilan et des préconisations. Ce diagnostic, les conclusions peuvent être soit la problématique relève pas forcément de la mobilité et dans ce cas, il y a une réorientation. La problématique relève bien de la mobilité. À ce moment-là, le conseiller mobilité fera un accompagnement sur un parcours mobilité plus ou moins long qui peut être de quelques jours comme de plusieurs années et va mobiliser sur le territoire tous les outils qui sont à sa disposition, notamment sur les savoirs bouger et les pouvoirs bouger que je vous déclinerai dans la deuxième partie du webinaire. À l'issue de ce parcours complet, il y aura un bilan de fin de parcours qui est, durant tout ce parcours, le conseiller mobilité restera toujours en lien avec le référent prescripteur et bien sûr le bénéficiaire pour qu'il y ait un même niveau d'information et pour qu'il y ait aussi une cohérence dans le parcours. Voilà brièvement. Donc, pourquoi accompagner pourquoi faire un parcours mobilité? Eh bien, le parcours mobilité, effectivement, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner la personne pour qu'elle soit autonome, c'est-à-dire qu'elle soit en capacité de réaliser toute seule, toutes les démarches que l'on aura pu lui montrer et qu'on aura fait ensemble. L'objectif, c'est donc l'autonomie, mais aussi la durabilité, c'est-à-dire que ce qui est acquis doit rester acquis. Le tout dans un contexte de parcours d'insertion socio-professionnelle. On est bien sur des publics qui sont sur des parcours soit pour aller à l'emploi, soit pour aller à la formation et sont accompagnés dans ce parcours. Un parcours mobilité, c'est aussi pour acquérir une progression dans tout ce qu'on va apporter aux personnes, de ce que les personnes vont pouvoir s'approprier et de pouvoir être justement en capacité de restituer et de refaire ce qu'on lui aura apporté. Donc, dans le parcours, effectivement, on a plusieurs ressources. On a à la fois de l'information, c'est-à-dire que quand le conseiller reçoit le bénéficiaire, dans un premier temps, il y a des éléments, il y a des informations qui peuvent être données et traitées directement par la personne ou des informations qui pourront être traitées en concomitance avec le conseiller mobilité et avec le référent de parcours. L'orientation, donc effectivement, soit une réorientation, soit une orientation sur les outils qui seront utiles à la mise en place du parcours mobilité. Le conseil, évidemment, la formation, vous avez entendu parler d'auto-école sociale, il y a des formations linguistiques, voilà, de pouvoir orienter également la personne, lui faire bénéficier de ce type d'action qui est mise en place par les plateformes mobilité. Et puis, des mises en situation, des évaluations. Voilà. Accompagner, pourquoi? Eh bien, conseiller et aider dans un premier temps et déterminer à partir des éléments de diagnostic qu'est-ce qui va être proposé à la personne comme action pour la faire progresser et l'amener à l'autonomie. L'objectif également, c'est de soutenir la personne. Souvent, les personnes que l'on reçoit ne sont pas au courant de certaines démarches, de comment faire, et donc le conseiller mobilité va aider et soutenir la personne dans ses démarches pour arriver à la faire progresser et arriver à ce qui a été les objectifs qui ont été définis lors du diagnostic. Accompagner également, du coup, pour suivre la progression, puisque c'est quand même l'objectif, et de pouvoir réajuster au fur et à mesure de la progression de la personne ou de ses difficultés. Et puis, à la fin, donc, de faire un bilan.
Donc voilà, évaluer les objectifs du parcours. Donc on réajuste au fur et à mesure des différentes étapes selon les différents outils qui auront été mobilisés à la fin d'une étape, de faire un bilan, de voir si les objectifs ont bien été atteints, si la progression est là et si on peut passer à l'étape suivante. Et puis évidemment, comme je vous disais, faire le lien avec le référent du parcours d'insertion socio-professionnelle, mais également avec les autres intervenants qui vont intervenir auprès du bénéficiaire. Je pense à des auto-écoles, je pense à des loueurs, enfin, voilà. Toute personne qui interviendra en plus du référent et du conseiller mobilité. Donc, on est vraiment sur l'articulation de toutes ces étapes et toujours en relation avec le prescripteur qui, lui, est garant du projet, du parcours d'insertion professionnelle. Et le bénéficiaire, lui, eh bien, il est acteur de son projet. Il est vrai que quand on parle d'autonomie, c'est qu'on va amener la personne à évoluer aussi sur la capacité à faire tout seul et à pouvoir garder cette dynamique. Et puis donc le conseiller mobilité qui lui est garant du parcours mobilité. Tout ça autour d'un projet pour l'insertion et l'emploi. Et donc les relations tripartites peuvent se faire à la fois directement par téléphone ou lors d'entretiens tripartites ou par mail. Enfin, aujourd'hui, on a quand même suffisamment d'outils pour pouvoir passer l'information. L'objectif, c'est vraiment que chacun ait le même niveau d'information pour que chaque garant sache où en est le bénéficiaire et que le parcours soit vraiment dans une cohérence et qu'il n'y ait pas de rupture. Voilà. Donc, le conseiller mobilité. Donc, le cœur du métier du conseiller, donc, comme on vient de le voir, c'est vraiment l'accompagnement. Mais dans cet accompagnement, il y a différentes missions. Donc, pour ça, il accueille, donc pour analyser la demande des personnes et poser les bases du diagnostic mobilité. Donc là, je ne vais pas trop détailler parce que Éloi va vous parler plus précisément du diagnostic mobilité. En tous les cas, le rôle pivot du conseiller, excuse-moi Florence, il te reste à peu près 2-3 minutes. Donc effectivement… Voilà, donc merci du timing. Donc, si on passe à la slide suivante, du coup, Josie. Voilà. Donc, sa deuxième mission est effectivement d'accompagner les personnes. Donc, voilà, vous avez le détail. Donc, poser un contrat qui soit moral ou écrit, d'accompagner donc la personne tout au long de son parcours et puis de pouvoir réagir au fur et à mesure de l'avancée ou des problèmes rencontrés par le bénéficiaire. Et puis, eh bien, toujours se remettre en question, de progresser aussi dans sa pratique et de réaliser une analyse de sa pratique professionnelle. Il peut aussi animer, à côté d'un accompagnement individuel, il peut aussi animer des ateliers collectifs, soit généralistes, soit thématiques. En fait, la dernière mission, c'est vraiment de mettre en œuvre l'offre de services qui aura été repérée, toutes les actions des savoirs bouger, des pouvoirs bouger sur le territoire et d'aller mobiliser toutes ces actions pour mener à bien le parcours mobilité de son bénéficiaire. Alors, dans le chat, la seule question jusqu'à présent, est-ce qu'on pourra avoir le diaporama? Oui, vous pourrez avoir le diaporama, je vous rassure, vous l'aurez, ce sera accessible. Merci beaucoup, Florence. On t'entendra tout à l'heure. Là, maintenant, la parole est donnée à Éloi Bernier. Éloi est doctorant à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. J'ai eu le plaisir à participer avec vous tous au webinaire et on a fait quelques réunions de préparation. Donc, Éloi va présenter le diagnostic mobilité.
Merci Josie, bonjour à tous et à toutes, et merci au réseau Mobine pour l'accueil dans ce webinaire. Je vais me représenter rapidement. Donc, je suis doctorant à Lausanne, donc en Suisse, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et je travaille en partenariat depuis 2021 avec une dizaine de structures du réseau Mobine pour mener une étude qui s'appuie sur des données issues des diagnostics mobilité. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui. Et ma présentation se base notamment sur une enquête qualitative que j'ai faite en 2021 dans les structures partenaires. Éloi, avant de te laisser démarrer, il y a une autre question de Claire, et peut-être que Florence, c'est bien que tu reviennes, puisque Claire, dans le chat, nous indique « Je ne cerne pas bien la différence entre conseiller mobilité et référent parcours ». Peut-être que Florence, tu pourrais répondre à cette question avant qu'Éloi nous explique le diagnostic. Alors, le référent de parcours, c'est vraiment le parcours c'est l'accompagnement de la personne sur son projet emploi ou formation. C'est-à-dire que le référent de parcours, il a l'expertise c'est un CIP, un conseiller en insertion professionnelle. Ça peut être un conseiller de Pôle emploi, ça peut être un conseiller de la mission locale. Le conseiller mobilité, lui, sa spécificité, c'est vraiment d'agir que sur la mobilité de la personne. Elle va pas interférer, elle va pas agir directement sur le parcours emploi de la personne. Est-ce que j'ai répondu? Il me semble. Après, bon, il y a une autre question. Excusez-moi, du coup, on va prendre un peu de retard, mais en même temps, c'est peut-être bien pour la compréhension de répondre tout de suite avant d'entrer dans le vif du questionnaire, du diagnostic, pardon. Alors, Alexandra nous demande si le référent est-il un adhérent obligatoirement? Alors, attendez, tu peux répéter la question? Peut-être qu'Alexandra, il faudrait préciser, Alexandra nous met dans le chat, le référent est-il un adhérent obligatoirement? Donc, vous voulez préciser? En fait, la plateforme, je vais parler pour la plateforme mobilité de Dijon, mais je pense que c'est le cas. Je veux dire que c'est un service qui est sur un territoire. Il n'y a pas nécessité. Alors après, pour le coup, nous sur Dijon, il n'y a pas nécessité d'avoir une adhésion pour pouvoir bénéficier des services de la plateforme mobilité. On est vraiment un service au service du territoire. Oui. Et donc, Agathe, autre question d'Agathe, le référent peut-il faire office de conseiller mobilité? Nous avons l'exemple du PLI à Toulouse. Donc, alors, on travaille également avec le PLI de Dijon, il n'y a pas de souci, mais effectivement, après, il peut y avoir des informations qui peuvent être données, sachant que au niveau de la plateforme mobilité, une des missions du conseiller mobilité, c'est d'être toujours en veille par rapport à l'information, à la réglementation, aux aides qui sont proposées sur le territoire. Donc, alors qu'un conseiller PLI, il va pas avoir forcément toutes ces informations-là. Autre question de Sandrine. Décidément, vous êtes prolixe. Dans quelle structure se trouve le conseiller mobilité? Qui met-il la relation entre les différents acteurs, référents prescripteurs et conseillers mobilité, référents parcours? Il y a vraiment peut-être un problème de qui, quelle fonction, quelle personne, Déjà, où peut-on trouver, Florence, les conseillers mobilité? Alors, les conseillers mobilité, la particularité des adhérents du réseau Mobine France, c'est justement d'être différents les uns les autres, et les plateformes mobilité sont portées par des structures complètement différentes. Ça peut être, là pour le coup, Créative, c'est anciennement une maison de l'emploi. Auparavant, la plateforme mobilité était portée par la mission locale. Après, ça peut être des associations complètement indépendantes, autonomes. Voilà, enfin, ça dépend vraiment des territoires, quoi. Il n'y a pas de règles. Après, c'est selon la politique de chaque structure. Est-ce qu'il y a nécessité sur un territoire, parce que le service n'existe pas, de développer un service d'accompagnement à la mobilité, et dans ce cas, de créer un
un poste de conseiller mobilité. Après, c'est vraiment au choix de chacun et par rapport aux besoins d'un territoire. Ok. Alors, je propose qu'on avance parce qu'effectivement, vous avez sans doute d'autres questions dans l'auditoire, mais au fur et à mesure des échanges, de ce qu'Éloi va nous raconter les retours d'expérience de personnes accompagnées, l'interview de la conseillère mobilité, vous aurez peut-être des réponses aux questions que vous vous posez là derrière votre écran. Donc, ne paniquez pas et si vraiment à la fin du webinaire, vous avez des questions, on y reviendra au fur et à mesure. Mais là, on va un petit peu avancer. Merci Florence d'avoir répondu à ces questions. Et Éloi, je te repasse la parole. Oui, alors effectivement, je vais essayer de donner un aperçu clair du diagnostic pour aussi poursuivre à la suite des questions. Donc peut-être le diagnostic en pratique. Donc effectivement, moi je vais vous parler du diagnostic tel qu'il est effectué dans les plateformes mobilité du réseau Mobine, par les conseillers mobilité employés par ces plateformes de mobilité. Donc peut-être en quelques points, pourquoi un diagnostic? Ça s'inscrit dans une démarche de début de parcours pour lever un frein mobilité à l'insertion ou également pour dynamiser une démarche d'insertion. Donc on a souvent la formule la mobilité pour l'insertion, mais aussi l'insertion par la mobilité. Parfois la mobilité est le support pour redynamiser cette démarche. Et le diagnostic en tant que tel, c'est l'entretien d'entrée. C'est un entretien général pour ensuite proposer des actions plus ciblées dans la suite du parcours. Voilà. Donc, par qui est-il effectué? Par le conseiller mobilité, le CEMI, comme on l'appelle souvent, qui rencontre le bénéficiaire. Donc, c'est un entretien individuel qui va d'une durée qui peut varier de 1 heure, 1 heure et demie à 3 heures dans les cas les plus longs. Voilà, à savoir que pour les conseillers mobilité, il y a souvent aussi de la préparation en amont et puis après aussi l'entretien pour ce diagnostic. Et c'est important d'avoir tout ce temps-là pour bien faire le tour des freins, les identifier, puis pour aussi présenter les solutions possibles. Où se déroule-t-il en pratique? La plupart du temps, on va trouver des diagnostics qui sont effectués au siège des plateformes mobilité, des structures. Donc, ça peut être le siège départemental, par exemple. Mais dans certaines structures, et je pense aussi aux structures dans des territoires plus ruraux, les plateformes souvent mettent en place des antennes locales pour avoir une granularité un peu plus fine et que les conseillers puissent se déplacer, les conseillers mobilité se déplacent pour aller à la rencontre des bénéficiaires lors de ce premier contact. Dans les territoires vraiment ruraux, on a même des conseillers mobilité qui font beaucoup de trajets en voiture pour aller dans la commune de la personne. Alors, ça peut être à la mairie et puis rencontrer les personnes pour faire un diagnostic. Quand est-ce que l'entretien se déroule? Donc, c'est en début d'accompagnement, c'est vraiment le premier contact individuel avec le conseiller mobilité. Parfois, à la suite d'un contact collectif, ça va dépendre des plateformes mobilité. Peut-être aussi pour revenir sur la question du lieu de l'entretien, on a vu en 2021 notamment des entretiens qui se sont déroulés en distanciel. Donc, c'est une solution qui est intéressante. Après, il faut aussi bien voir que ça ne marche pas pour tous les publics. On a la question de la fracture numérique et en général, c'est quand même plus simple et plus complet de faire un diagnostic en présentiel. Voilà, et puis les dernières questions sur les derniers points sur cette slide, c'est comment, combien. Ça, j'y reviendrai dans toute la suite de la présentation. Et n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que voilà, les intervenants qui dirigent des plateformes de mobilité pourront aussi répondre sur les marchés, le temps qui peut correspondre au traitement autour d'un diagnostic mobilité. Pour enchaîner sur rapidement l'approche complète de la mobilité, donc l'approche de la mobilité pour le diagnostic, c'est tout d'abord une approche, on s'intéresse à la mobilité quotidienne, donc interne à un bassin de vie, on va dire, et c'est aussi une mobilité qui a la particularité d'être réversible. La personne va se déplacer pour accéder à son emploi et elle va revenir le soir. Donc, c'est différent des mobilités de tourisme, par exemple. Et la mobilité résidentielle, donc, qui est liée au déménagement,
ça, c'est un peu, c'est à la frontière de la capacité d'intervention des conseillers mobilité. Donc, la question est posée, mais elle ne sera pas forcément traitée au sein de la plateforme mobilité. Voilà, peut-être aussi pour resituer le contexte, donc je travaille beaucoup avec Vincent Kaufmann, qui est sociologue spécialiste des questions de mobilité. Et en sociologie, pour nous, la mobilité, c'est davantage qu'un déplacement. C'est d'abord, le déplacement, finalement, c'est une demande dérivée pour atteindre un but. Et on le voit particulièrement pour accéder à l'emploi. Voilà. Le but, c'est pas de se déplacer, c'est vraiment d'accéder à l'emploi. Et donc ça, il faut se déplacer pour cela. Donc la mobilité, elle est vécue comme une transformation de soi, quelque part. Et on peut aussi la décliner en 3 formes d'expression. Ça peut être à la fois le déplacement géographique, mais c'est aussi un indicateur analytique. Et puis peut-être, dans une démarche plus sociologique, c'est aussi une norme sociale. On va parler d'injonction à la mobilité. Avoir le permis, ça représente bien plus que le fait de pouvoir se déplacer, souvent pour les personnes accompagnées. Pour ne prendre que cet exemple-là. Donc la mobilité a un objet. Ici, on va parler plutôt d'insertion professionnelle ou plus largement d'insertion socio-professionnelle, puisque les solutions apportées ne se limitent pas qu'à l'emploi. Et puis j'ai remis 2 petits schémas. Donc vous voyez, on va parler à la fois, l'individu se situe à la fois dans un champ des possibles en matière de mobilité. Il est dépendant du réseau à disposition ou qui n'est pas à disposition aussi parfois. Et on va travailler sur le potentiel de mobilité de la personne, ce qu'on va appeler la motilité. Donc, c'est l'aptitude à se mouvoir d'une personne. Ça permet aussi de différencier, voilà, les freins mobilité de la personne ne sont pas forcément de son propre fait, mais liés parfois à l'action publique. Et d'autres freins sont plutôt liés à sa situation personnelle. Et donc, cette motilité, on la décline suivant 3 axes, que sont les accès, par exemple, la possession des justificatifs, le permis, on pourrait en trouver d'autres, les compétences transversales et des compétences spécifiques à la mobilité, et puis les projets ou l'appropriation de la mobilité. On peut avoir tout ce qu'il faut pour se déplacer facilement, mais si on n'a pas le projet derrière, c'est compliqué. Donc finalement, le diagnostic, c'est presque plus qu'un bilan de compétences, on aborde aussi d'autres choses. Les diagnostics, les thématiques du diagnostic. Au cours de l'entretien, on va repartir du motif de prescription, donc, qui a été identifié par le référent de parcours, ou encore le référent prescripteur. On parlait de CIP, qui oriente, qui prescrit vers une plateforme mobilité. Donc on repart de ce motif, et c'est pour ça que vous voyez, là j'ai repris la trame du diagnostic qu'on a co-construit avec une dizaine de structures du réseau mobile en 2021. Voilà, on va poser des questions générales autour de ce motif de prescription. On va aussi demander, voilà, on va poser des questions sur le logement, éventuellement sur les projets de déménagement, sur la situation du ménage, et puis sur la situation individuelle, savoir s'il y a des choses qui peuvent impacter la disponibilité pour suivre un parcours de mobilité, des contre-indications en termes de santé pour la conduite, des choses comme ça. Éloi, est-ce oui. que tu pourrais préciser, quand tu parles de mobilité psychologique, qu'est-ce que tu entends par mobilité psychologique? Alors, effectivement, ça, c'était présent dans la slide précédente, et là, on le voit également dans la partie 4, la mobilité, pardon, dans le petit 5, là, dans le sommaire à gauche. La mobilité, c'est aussi une question de représentation, d'appréhension, et donc, il y a un travail, le psychologique ne va pas être traité forcément directement dans les plateformes mobilité. Si ça relève vraiment du psychologique, le conseiller mobilité va faire une réorientation vers un professionnel à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a une identification des freins à la mobilité qui peuvent relever de l'appréhension, d'un traumatisme psychologique suite à un accident de la route, qui peuvent être des freins pour la mobilité au jour le jour. Voilà, donc peut-être pour compléter sur cette slide, on a aussi ce qui va venir après. Après les questions générales, ça va être des questions sur le projet professionnel de la personne, sa situation par rapport à l'emploi. C'est un travail qui est différent du CIP, mais on ne va pas aller autant dans le détail. Par contre, le conseiller mobilité a besoin d'identifier quelle est la situation de la personne et dans quoi s'inscrit son projet mobilité.
Puis ensuite, le petit 3, là, ça va être un état des lieux des expériences et des pratiques actuelles de mobilité, des moyens de mobilité disponibles, à la fois personnels et puis sur le territoire, ce que vous retrouvez aussi à droite dans le petit cycle des thématiques abordées. On va ensuite dans le détail du projet mobilité, donc savoir par exemple la situation par rapport au permis, est-ce qu'il y a un projet d'achat et de location qui a déjà été réfléchi suite à l'obtention, une fois que le permis sera obtenu, quelles sont les capacités de financement. Donc le 5, le petit 5, on en a parlé, les représentations des appréhensions. C'est aussi intéressant dans l'optique de l'écomobilité. Il y a beaucoup de plateformes mobilité qui travaillent sur cette dimension-là. Et puis enfin, on va enquêter les compétences de mobilité, que ce soit l'itinéraire, préparer un itinéraire, conduire, et aussi les compétences transversales, CLEA, français, langue étrangère, le numérique, le savoir-être en collectif. Donc voilà, c'est l'outil qui est la trame de l'outil qui est utilisé en pratique. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Juste pour préciser, l'ordre dans lequel c'est présenté n'est pas forcément celui dans lequel c'est abordé en entretien. Dans le détail pratique, le déroulé du diagnostic, on va repartir effectivement de la fiche de prescription. Et les thématiques qu'on a listées sont globalement identifiées par toutes les plateformes mobilité qui travaillent sur les mêmes enjeux. Par contre, pour obtenir un guide d'entretien semi-directif avec des questions bien formalisées, ça demande un peu de temps et c'est ce travail-là qu'on a fait en 2021 avec les structures. Et cette co-construction, elle a permis un gain de temps pour beaucoup de structures et puis aussi un partage d'expérience. Donc, dans certaines structures, on va plus loin sur certaines thématiques et c'est assez intéressant de le constater. Voilà, l'utilité d'un guide d'entretien, c'est parce qu'il y a des enjeux dans le diagnostic et puis il y a aussi des questions à ne pas louper pour avoir un aperçu complet de la mobilité. Aussi pour répondre aux questions qui sont posées par les prescripteurs, par exemple le Fonds social européen. D'où l'importance d'une trame bien établie, travaillée. Il y a plusieurs outils, donc moi je vais vous présenter l'outil qu'on a développé. Il y a aussi Moveval qui est utilisé par d'autres structures. Voilà, le déroulé d'un entretien n'est jamais identique, ça c'est une certitude selon le public, la problématique, mais aussi les pratiques dans les structures ou des conseillers mobilité. Donc il faut que ça reste un guide semi-directif, une discussion sur une trame. Et donc là, c'est un peu ce qu'on voit sur la petite image. On a des questions mais avec des listes déroulantes, mais on a aussi toujours des espaces de saisie libre pour préciser, rajouter. Et puis, c'est aussi ce qu'on a mis en œuvre, c'est aussi un outil personnalisable. Voilà, pour autant, l'outil n'est pas clé en main. Souvent, il s'accompagne, chaque structure développe ses propres outils. Il y a souvent des petites évaluations à part pour faire des tests de connaissances, des mises en situation. Il faut savoir que lors d'un entretien, on recueille plusieurs types de matériaux, que ce soit de l'autodéclaratif, que ce soit des éléments analysés par les conseillers mobilité ou alors objectivés par ces exercices. Et puis, ça repose aussi sur différents supports, à l'écrit, à l'oral, sur du photolangage. Il y a aussi des échanges d'informations pendant le diagnostic, la correction de l'évaluation, des mini-formations. Donc, possiblement, ça c'est vraiment, ça dépend des structures. Donc, l'outil développé permet de remonter tous ces éléments et d'en faire, entre guillemets, une petite synthèse. Voilà. Je ne vais peut-être pas trop m'attarder, il y aurait d'autres choses à dire, mais on pourra y revenir pendant les questions. Il te reste 1 minute à peu près. Oui, très bien. Tout ça pour dire voilà, qu'on aboutit à la fin du diagnostic sur ce qu'on appelle une synthèse. L'objectif de la synthèse, ça va être de résumer le contenu, la discussion du diagnostic pour faire un retour au prescripteur. On va aussi hiérarchiser les freins, les atouts de mobilité identifiés au vu du projet. Et puis, on va dresser un plan d'action. Donc, un plan d'action, il est composé de préconisations. C'est des actions envisagées pour lever les freins à la mobilité, expliquer, décider pédagogiquement avec le bénéficiaire. Et voilà, le plan d'action sert à les prioriser, à fixer des échéances, les contacts, les financements. Et ce plan d'action est transmis ensuite au prescripteur pour une validation tripartite entre conseiller mobilité, bénéficiaire et prescripteur. Voilà.
il peut ensuite donner lieu, s'il est validé, à un contrat qui est la formalisation du plan d'action et qui engage les parties prenantes. Peut-être pour finir, la synthèse du diagnostic mobilité, c'est aussi une phase, je pense qu'il faut bien le voir en termes de pratique, c'est une phase administrative où on va envoyer un compte-rendu au prescripteur, on va remplir les livrables des financeurs, donc là j'en ai listé 5. Dans le cadre de l'outil qu'on a développé cette année, qui est disponible sur plusieurs supports gratuits ou payants, souvent des logiciels qui sont utilisés par les différentes plateformes mobilité partenaires, on va privilégier une saisie numérique qui se fait soit pendant, soit à la suite de l'entretien. Ça, c'est assez précieux pour gagner du temps dans le traitement administratif du diagnostic. On peut éditer, vous voyez, un plan d'action, un tableau de préconisation, un résumé du diagnostic, un contrat d'engagement et puis les livrables du Fonds social européen, ou les livrables, la feuille d'émargement du marché Pôle emploi, par exemple. Merci Éloi, vraiment très synchro par rapport au temps qui t'était attribué. Alors, Olivia se demande s'il est possible d'avoir accès à ce guide. Oui, alors, merci pour la question. Effectivement, vous pouvez me contacter. Le guide est accessible. En fait, ça a été développé dans le cadre d'une étude qui est en cours visant à exploiter les données issues des diagnostics. Mais donc, il a été co-construit avec les partenaires initiaux de la recherche en 2021. Et en 2022, on a communiqué au sein du réseau Mobine par les newsletters. Et vous pouvez bien sûr me contacter. Donc, j'avais mis mon adresse mail eloi.bernier@epfl.ch. Je pourrais la remettre dans le chat. Voilà, et puis on peut échanger par mail sans aucun problème. Beaucoup de réactions dans le chat, mais très peu de questions à ce stade. Par contre, effectivement, la réaction, il y a une réaction. C'est vrai qu'il est compliqué d'avoir des informations en dehors de souhaite passer le permis. Là, j'ai envie de dire que Mobine est en train de vous préparer un webinaire pour celui dans un mois. Effectivement, pourrait lister toutes les solutions qui existeraient autre que le passage du permis. Donc, soyez attentifs à notre prochaine communication. Après, des questions concrètes, il y a beaucoup de réactions. Selon la situation, effectivement, j'avais répondu très vite tout à l'heure. Quelqu'un se demandait si s'il devait y avoir une prescription obligatoirement. J'avais répondu vite fait dans le chat, oui, mais selon certains cas, et c'est vrai qu'en Occitanie, il y a le marché Pôle emploi région, donc c'est un peu particulier. Donc je vois pas. Utilisez bien, s'il vous plaît, un onglet questions, parce que dans le chat, on peut s'y perdre. Donc effectivement, pour le moment, pas d'autres. Voilà, j'ai vu que Éloi, c'est bon, ton courriel circule dans le chat. Oui. Là, peut-être, j'ai aperçu une question en passant. Alors, il y avait, ça c'était plutôt dans le chat. Pour les documents qu'on voit sur le traitement administratif, donc c'est vrai que l'outil, il a vocation à recentrer en fait le cœur de métier du CMI sur ce qui est vraiment le cœur de métier, c'est-à-dire l'entretien, la passation du diagnostic, et puis à minimiser un peu le traitement administratif. Donc les livrables administratifs en tant que tels sont pour l'illustration dans cette présentation, mais on peut les personnaliser pour chaque structure, c'est ce qui est fait. Et donc, effectivement, on peut discuter pour vous les transmettre. En revanche, les exercices qui sont faits aux bénéficiaires, ça, c'est quelque chose qui n'est pas intégré directement dans l'outil. C'est vraiment la marge de manœuvre en fait, de chaque structure mobilité. Et souvent, c'est des outils qui sont développés d'ailleurs depuis des années, qui étaient antérieurs au diagnostic qu'on avait développé. Donc, nous, dans le diagnostic, on va plutôt aller vérifier, inscrire si l'itinéraire est préparé facilement, difficilement, mais on se base après sur les exercices qui sont effectués par les structures. Alors, dernière question de Stéphanie. Combien de temps en moyenne dure un parcours vers une mobilité autonome? Florence, peut-être que tu peux répondre à cette question. Le parcours est hyper variable en fonction d'où part la personne et où elle veut arriver.
Donc, comme je disais, ça peut être, on peut voir une personne une fois pour faire le diagnostic avec une réorientation. Et vous verrez dans les témoignages, on a un monsieur Kahn qui, lui, est là depuis, on l'accompagne depuis 2018. Donc, vraiment, c'est variable en fonction d'où part la personne. Le problème, quel niveau d'autonomie et de mise en œuvre il a, à quel rythme, on suit son rythme en fait. Donc, il n'y a pas de réponse unique. C'est la personne qui est unique, donc c'est sa propre durée. Alors, j'ai une question de Claire et puis après on va avancer. Quelle formation pourrait être conseiller mobilité? Est-ce qu'il existe des passerelles avec le métier de PIP? Quelle est la durée de formation? Donc là, je pense que vous pouvez répondre sans problème. Tu y vas, Florence? Tu veux que je réponde? Alors, conseiller mobilité, au sein de Mobile, nous avons une formation de conseiller mobilité qui est sur 4 jours, qui a pour vocation de donner tous les fondements du métier de conseiller en mobilité. Après, les profils, ça dépend des structures, ça dépend. Bon, il faut quand même avoir une appétence plutôt sociale, accompagner, accompagner les personnes, voilà. Mais on a tout profil au démarrage, mais il y a cette formation qui existe et du coup qui donne quand même vraiment les bases du métier. Et puis aussi bien sur l'environnement, sur la notion d'accompagnement, sur les outils et comment on gère un parcours. Certains stagiaires pourraient témoigner là dans le chat, mais en tout cas, on va avancer. Pascal, je pense, reviendra sur cette formation des fondamentaux du conseil pour une insertion. Donc là, on va avancer. Alors, il y avait les dernières questions, on les reprendra sur la fin, puisque là, je vois le temps passer. Donc, Florence, maintenant, tu vas nous définir des notions chères au réseau mobile, le savoir et le pouvoir bouger. Notre leitmotiv, j'ai envie de dire. Donc, tu nous définis ça. Juste après, nous aurons les interviews de Monsieur Kahn. Ok. Donc, les savoirs bouger. Donc, les savoirs bouger, c'est en fait permettre à toutes les personnes que l'on accompagne d'acquérir toutes les compétences et les capacités qui vont leur permettre de pouvoir bouger, en fait, de pouvoir se déplacer, de pouvoir s'organiser de façon autonome. Donc, dans les savoirs bouger, on repère tout ce qui est formation, compétences socles de la mobilité. Donc, je peux vous citer savoir lire un plan, utiliser le numérique et les applications liées à la mobilité, utiliser les transports en commun, de réfléchir sur le pourquoi du permis. Enfin voilà, tout vraiment les savoirs de base, lire un horaire d'un tableau à double entrée, voilà. Donc on est vraiment sur de la compétence, socle. Ensuite, on a quand même le gros morceau qui est tout ce qui concerne l'apprentissage du code de la route. Donc là, c'est vraiment un accompagnement parcours code de la route, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne souhaite démarrer son parcours, le conseiller va faire une évaluation sur sa capacité d'apprentissage, va l'aider à s'inscrire sur le site pour apprendre le code, et puis va lui donner de la méthodologie pour apprendre, et puis durant tout le parcours d'accompagnement, eh bien faire des évaluations très régulières, des contacts très réguliers pour savoir comment la personne avance et si elle rencontre des difficultés ou pas, jusqu'à l'inscription à l'examen, et voilà.
On peut le faire de façon individuelle, mais on peut le faire aussi de façon collective en mettant en place des ateliers de soutien au code, notamment pour les personnes d'origine étrangère et qui auraient des lacunes dans la compréhension du vocabulaire quand même spécifique du code de la route. Et puis, vous avez les auto-écoles sociales qui ont quand même cette particularité d'accompagner les publics qui auraient le plus de difficultés ou de faibles ressources. Vous avez ensuite dans l'apprentissage, la formation l'apprentissage de la conduite, si on continue sur le permis de conduire. Donc là, comme sur le parcours code, vous avez le parcours conduite, c'est-à-dire on accompagne la personne dans l'apprentissage de la conduite, d'être en lien avec l'auto-école s'il y avait un souci, si la personne a trop évalué à beaucoup d'heures, voir quelles sont les différentes possibilités autres qu'une auto-école, une voiture classique, ça peut être en boîte automatique, enfin voilà. Donc et puis on peut aussi conseiller la conduite supervisée qui permet à des personnes si elles ont la possibilité de pouvoir conduire avec quelqu'un qui accepte, c'est aussi permettre de réduire le coût de la conduite. Et puis la formation aux deux roues, donc que ce soit du vélo ou que ce soit du deux roues motorisé. Donc, vous avez le vélo-école, vous avez le permis AM, vous avez le passage de l'ASR pour les personnes qui n'auraient pas été scolarisées au collège en France. L'ASR est nécessaire pour passer le permis AM et c'est une première étape, c'est une première immersion dans l'apprentissage du code. Ensuite, une fois que les savoirs de base sont acquis, le conseiller mobilité a évalué les capacités de la personne, on va passer au pouvoir bouger, c'est-à-dire qu'on va mobiliser tous les moyens qui sont utiles par rapport à l'avancée de la personne. Donc, on agira plutôt là sur des freins matériels et financiers et des moyens pour se déplacer. Donc là, on est vraiment sur du concret, sur de la mise en œuvre. Autant les savoirs bouger, on est sur des bases, autant là, on est sur des moyens et la mise en œuvre. Donc, sur l'aide à la réparation et l'acquisition de véhicules, vous avez sur le plan national des réseaux de garages solidaires. Vous avez des fondations telles que Renault Mobilise, Noroto, Manara qui permettent à des personnes de pouvoir faire réparer leur voiture à un moindre coût. Voilà. Les solutions de financement, le conseiller va aller regarder par rapport à la situation de la personne les aides qu'elle pourrait mobiliser dans le droit commun. Elle peut proposer le microcrédit, faire une orientation vers un organisme de microcrédit, aider à mobiliser, à ouvrir le compte CPF et à mobiliser le CPF, et puis mobiliser également des aides privées si c'est le cas. La mise à disposition de véhicules, donc là, on va plutôt être sur d'allocation sociale. Donc, ça peut être du vélo électrique, de la trottinette, des scooters, des voitures sans permis. Voilà, donc après, ça dépend du besoin et sur le territoire. Et puis, accès au covoiturage, autopartage et transport solidaire. On est vraiment là dans une démarche d'éco-mobilité et de se faire rencontrer les gens et trouver des solutions partagées pour pouvoir se déplacer. Donc, on a le covoiturage, on a l'autopartage, on a le transport solidaire. Voilà, donc… En tout cas, l'objectif vraiment pour le conseiller, c'est vraiment d'accompagner le bénéficiaire sur des changements de pratique, vraiment pour l'amener à pouvoir se déplacer en toute autonomie et de pouvoir le faire tout seul, quoi. Voilà.
Alors, pas mal de réactions encore dans le chat ou dans la forme de questions. Donc, Evelyne Bouquera de la Lozère qui ajoute que dans le pouvoir bouger, il y a aussi l'utilisation des transports publics, savoir utiliser effectivement les transports publics en aidant les personnes à mieux comprendre les cartes, comment je réserve mon billet sur Internet. Enfin, c'est vrai que la LM fait tout ce travail aussi d'accompagnement. Là, on est vraiment on est vraiment, enfin pour nous, dans les savoirs bouger, dans les compétences clés. Hein, c'est ce que j'ai pu. Alors, je veux pas lister tout ce qui existe, hein, parce que sinon, je vais largement dépasser mon temps. Je vous donne vraiment les outils principaux. Mais effectivement, hein, et après, quand on dit tour de carte, enfin voilà. Je vois d'autres questions, mais j'aimerais bien qu'on avance sur maintenant les témoignages, puisque grâce au concours de Vanessa Roth, qui est conseillère mobilité chez Créative, et grâce à Florence Muller, 2 personnes ont accepté de cet exercice un petit peu compliqué, de témoigner de leur expérience. Donc là, normalement, c'est Monsieur Kahn qui se présente. On va attendre quelques instants qu'il s'installe. Il a tout préparé. Vraiment bon. Serrez-vous un petit peu pour qu'on vous voit, parce que c'est vous qui êtes important. Voilà. Bonjour Monsieur Kahn et bienvenue en tout cas dans ce webinaire. Merci d'avoir accepté ce retour d'expérience. Votre témoignage, les témoignages sont toujours très importants pour comprendre et pour enfoncer quelques notions. Et là, on est très content de vous participer à ce temps d'échange. Alors, qu'est-ce qui s'est mis en place pour vous? Racontez-nous. Bonjour madame, je me présente, je m'appelle Hamza Bioula, je suis afghan. Ça fait 5 ans que je suis en France. Et du coup, comme vous avez demandé, j'étais à l'AFPA, c'était pour compléter, c'était à Dijon, mais pour compléter mon formation agent de fabrication industrielle et pour terminer mon stage, j'ai rencontré avec Madame Muller et depuis là, 2018, je suis avec cette plateforme mobilité et pour compléter mon stage, ils ont loué une voiture. Ça veut dire une location de voiture. Et ce temps-là, j'ai mon attestation j'ai eu l'attestation de permis. J'ai déposé le permis de mon pays à la préfecture. Mais malheureusement, c'était refusé. Et après, du coup, j'ai retourné avec cette plateforme. Et ils ont proposé pour compléter mes démarches et pour avoir le permis AM et même le permis B. Donc, là, je ne sais pas, Florence, si tu veux parallèlement présenter, parce que c'est intéressant ce qu'on voit aussi à l'écran, le parcours de M. Kahn depuis 2018 et les différentes solutions que vous avez pu lui apporter. Alors, c'est Zabioula, on le connaît depuis 2018. En fait, il était dans ces dispositifs Hope. Et donc, comme il a expliqué, il devait partir en stage. Il avait encore à l'époque le permis afghan, donc il pouvait encore rouler, sauf qu'il n'avait encore jamais roulé en France. Donc, il devait transporter 2 de ses collègues. Donc, pour sa sécurité, la sécurité de ses collègues et ceux qu'ils allaient croiser sur la route, on lui a proposé quelques heures de réassurance à la conduite et on lui a loué une voiture. Mais donc, comme il a expliqué, son permis n'a pas été validé. Donc, on a repris le parcours, l'accompagnement de Zabioula. On lui a fait passer la SSR pour passer le permis AM. Pour qu'il puisse aller. À l'origine, c'était pour pouvoir lui louer un scooter, mais il n'avait pas. Il a préféré. Voilà, il préférait aller en vélo. Donc voilà, il a eu un vélo.
Et puis, on a commencé à travailler sur le parcours permis. Donc, il a pu bénéficier d'un financement de la bourse au permis de la ville de Dijon. Et donc, on l'a accompagné sur le parcours code. Une fois qu'il a eu son code, la conduite. Et il a eu son permis au mois de juillet, c'est bien ça? Oui. Voilà. Et donc là, on continue de l'accompagner sur l'acquisition d'une voiture, de trouver une solution financière pour qu'il puisse être complètement autonome dans ses déplacements. Voilà. Donc, ce schéma-là, cette frise, en fait, on la retrouve dans l'outil de suivi que l'on a au niveau du réseau et qui s'appuie sur le questionnaire des lois. Et donc, Voilà. comment ça s'est passé alors cet accompagnement avec Madame Muller? Quel bénéfice, j'ai envie de dire, vous avez envie de vous pouvez nous expliquer ça? J'ai trouvé un environnement très sympathique. Je l'ai trouvé, Madame Muller, Madame Vanessa Rout, très gentille. Comme vous le savez, quand on est immigrant, on n'a pas un niveau linguistique, on est toujours en débrouiller la langue. Et même si j'avais les difficultés, ils sont toujours là-bas pour m'aider, pour compléter mes démarches. Voilà, le lien a toujours été, n'a jamais été rompu avec Zabioula, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où il a travaillé, donc il est un peu moins disponible, mais soit on l'appelait, soit il nous appelait pour nous donner des nouvelles, enfin voilà, et pour ses avancées. Oui, Madame Muller, elle m'avait toujours, j'étais en contact avec elle. Et si j'ai eu les problèmes de la code ou quelque chose, elle m'a toujours motivé. Et grâce à ça, grâce à ces choses-là, j'étais motivé et enfin, j'ai réussi le code et le permis aussi. Relation très privilégiée. Bien sûr. Mais tous, hein. La relation de confiance entre le bénéficiaire et son conseiller, c'est la base de la relation, c'est la base de l'accompagnement. S'il n'y a pas une confiance réciproque, c'est un peu plus compliqué de faire un accompagnement. Voilà. Il faut dire que Zabioula était quand même quelqu'un de volontaire et qui a toujours suivi les conseils qu'on pouvait lui donner. Franchement, c'est un parcours qui n'est pas terminé, hein, comme on peut le voir. Après, comme on l'expliquait, la durée, c'est en fonction du rythme de la personne. C'est-à-dire que on lui donne des échéances, mais il y a quand même toujours, il y a un cadre, mais toujours avec de la souplesse, parce qu'on s'adapte aussi aux situations des personnes. Surtout quand on est migrant, il y a souvent des démarches administratives qui vont venir contrarier les démarches en cours. Donc, parfois, on fait une pause et puis on revient dessus quand c'est réglé. On est toujours aussi, la mobilité, c'est aussi gérer les priorités. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, et puis éviter peut-être parfois de superposer les choses quand c'est trop compliqué pour la personne de gérer plusieurs choses à la fois, quoi. Que ce soit sur de la formation professionnelle ou sur le permis. Alors, Monsieur Ken, est-ce que vous êtes, j'ai une question dans le chat, est-ce que vous êtes passé par une auto-école marchande ou une auto-école sociale? Une auto-école classique. Sur Dijon, on n'a pas d'auto-école sociale. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter tous les deux ou alors on peut passer au binôme suivant puisqu'il nous reste 20 minutes pour tout boucler. C'est frustrant parce qu'on a tellement de choses à dire qu'il faut garder le temps, quoi. Enfin, je rôle, hein, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bien sûr. Même on n'a pas terminé, je ne suis pas terminé avec cet accompagnement. C'était toujours en continu. On peut dire
en conseil financier. Mais là, après, quand j'ai terminé mon permis, là, je suis en train de voir une voiture aussi quand même. Et là, je suis vraiment content que j'ai complété tout ça. Et merci. Merci. Bonne continuation à vous, Monsieur Ken, et merci beaucoup. Très bien. Très bien. Non, non, merci. On va laisser. Je pense que vous allez laisser maintenant vont venir sur scène. Hein. On parle aussi comme ça dans les webinaires, on monte sur scène. Donc, maintenant, Vanessa, qui est conseillère mobilité pour Créative, et Daniel Destared, qui va, comme Monsieur Kahn, faire un retour sur son accompagnement. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Et merci en tout cas à Monsieur Destared d'avoir accepté de témoigner. Hein. C'est pas facile, on le sait bien, hein, de témoigner devant. Mais bon, on voit pas les auditeurs. C'est pas comme s'ils étaient en face de nous, donc tout va bien. Alors, comment vous avez organisé votre intervention, Vanessa? Je vous laisse la main puisque vous êtes. J'aimerais bien aussi vous entendre puisque vous êtes CEMI, hein, comme on dit, conseillère mobilité. Tout à fait, oui. Je suis la conseillère mobilité. Donc, qu'est-ce qui s'est mis en place pour votre bénéficiaire? Beaucoup de choses. Ah, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps d'ailleurs. Non, Daniel, si tu es d'accord, au moins te présenter déjà, expliquer un peu ton parcours, et puis après on échangera sur ce qui a été mis en place. D'accord. Merci, Vanessa. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Daniel. Je suis là en France depuis 2019. Et j'ai commencé à accompagner par PLI l'année dernière. Il y a déjà 8-9 mois. Et puis, voilà, quand j'étais à 25 ans, c'est-à-dire 2019, j'étais accompagné par Mission Locale. Donc, quand j'ai déjà eu 26 ans, c'était le Mission Locale qui m'envoie pour faire une formation dans une école métier. Et puis, moi, l'année dernière, c'est-à-dire, j'étais à Comédie Cuisine, une formation de Comédie Cuisine. Et puis là, ma formatrice s'appelle Sandy, m'a proposé de rencontrer le PLI du côté à côté de chez moi. Et puis pour aller, on verra comment ça se passe pour accompagner un petit peu. Parce que du coup, je n'étais pas accompagné par l'emploi. Donc, c'était plus facile que aller au PLI, avancer un petit peu par rapport à la linguistique, et en plus la mobilité et tout ça. Et puis, voilà, après finalement de la formation, je suis allé au PLI, je rencontrais Madame Natacha, c'était ma assistante sociale, on dirait ça. C'est la référente de parcours. Voilà. Et puis là, d'ailleurs, j'ai rencontré Madame Muller et Vanessa en même temps pour une évaluation de test pour rencontrer d'IntegraCode. Et puis, on a fait une évaluation des tests et puis on était 6 personnes. De 6 personnes, on a recruté 8 personnes pour faire l'IntegraCode de 100 heures. Vas-y, explique c'est quoi IntegraCode parce que en fait, l'IntegraCode, c'est justement… Problème technique. Ah non, mais parce qu'on voyait que c'était déconnecté, donc j'ai eu un peu. Tout va bien. Pas du tout. On allait entendre la présentation d'IntegraCode par Monsieur Destared. Non, IntegraCode, qu'est-ce que c'est? Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est l'IntegraCode? L'IntegraCode, c'est justement une formation de code de la route. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Justement, il y a des mots, difficultés dans le code de la route, la grammaire et le vocabulaire, ce qui est dedans. Et puis là, ça nous permet
découvrir beaucoup de choses, par exemple, comme si tu as mal à linguistique, et puis en même temps aussi de savoir plusieurs codes, et puis savoir faire comment passer le code. Donc ça, c'était 200 heures, et ça a 2 mois et demi. Donc là, l'Integracode, c'était par Pli qui m'a proposé, et puis voilà. Plateforme mobilité. Voilà, Pli en plateforme mobilité. Et d'ailleurs, de la plateforme mobilité, c'est-à-dire Integracode, j'étais aussi aidé un petit peu au bureau quand on a fini la formation de Integracode. Je viens au bureau et rencontrer Madame Muller et Vanessa, faire un peu de série et faire un peu le code. Et parce que là, quand je fais le code, j'avais mal de passer, parce que là, par rapport à la langue et tout ça. Donc, finalement, j'étais un petit peu accompagné par Madame Muller et Vanessa. Et après aussi, quand je reviens à la maison, j'avais pas l'ordinateur, parce que là, j'ai que le téléphone, donc c'est pour ça, moi, je viens au bureau tout le temps. Donc, à cause de ça, la plateforme m'a offert un ordinateur, mais en tout cas... oui, c'est un don. Hein. Mais avant de ça, comme vous savez, nous, l'étranger, on a mal de faire de dossiers. Par exemple, si je voulais inscrire à la préfecture, il n'y a personne à côté qui nous aidait à aller faire tout le dossier. Donc, même si je voulais passer le code, il me faut, comment ça s'appelle, le numéro 9, le numéro FH. Donc, ça, on a fait le dossier avec eux et j'ai récupéré tout le dossier de la préfecture de 2 semaines. Et puis là, au mois de décembre de l'année dernière, là, j'ai passé mon code. Puis après passer le code, il me faut encore de continuer à la conduite. Donc ça aussi, ça me faut une fiance. Et je savais rien qui m'a fiancé, où je vais demander tout ça. Donc la plateforme m'a fait montrer où se trouve la Croix-Rouge, c'est-à-dire la mobilité. Et puis là, je trouvais une aide de 800 €, au plus, il y avait 45 pour l'évaluation. C'était la plateforme et tout ça en fait. Et après la conduite, bon, en fait, moi, je suis encore pas terminé. La conduite, ça me reste quelques heures. Ça va terminer cette semaine. Voilà. En tout cas, c'est justement. Bientôt le passage du permis de conduire, alors. Comment? Bientôt le passage du permis de conduire, du coup. Voilà, prochainement. On n'a pas de date encore. Enfin, je ne crois pas. Ou alors tu ne m'as pas dit. Non, pas de date d'examen. Encore, on n'a pas pris la date d'examen. Comme je vous dis, ce n'est pas encore terminé. Ça me reste quelques heures. Ça va terminer cette semaine. Et puis là, on va prendre la date d'examen après la semaine prochaine. Très bien. Ça finira le mois. Ça peut être le mois d'avril, on dirait ça. En tout cas, merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, tous les deux, Vanessa? Finalement, peut-être quelques mots sur ce rôle pivot du métier de conseiller mobilité, pour que vous puissiez, après, on va être en retard de 5 minutes. Mais voilà, c'est tellement intéressant ces témoignages en même temps. Ah oui. Alors après, là, c'était encore particulier parce qu'il y a des projets qui se mettent en place au fur et à mesure. Integracode, c'est une nouveauté pour nous en 2021. Hein, donc, voilà, on adapte aussi au niveau des projets qui se créent et qui continuent, qui s'arrêtent, et des nouveautés. Enfin, voilà. Donc, Daniel a eu la chance d'intégrer le premier Integracode de Dijon, en tout cas.
Donc ça, c'est une formation de 200 heures. Hein, donc ça mélange du cours FLE et cours code. Donc avec un moniteur d'auto-école et un formateur FLE. Hein, donc formation intensive quand même. J'ai Mobine qui est décliné dans les régions Mobine. Voilà. Et puis, bon, voilà. Et après, donc, effectivement, Daniel avait besoin d'un peu plus, de continuer le code, même après cette formation-là. Donc, nous, on a proposé qu'ils viennent, voilà, sur un ordinateur en autonomie, où nous, on venait de temps en temps le voir s'il y avait vraiment besoin d'explications, vocabulaire, etc. On accompagne sur toutes les démarches administratives. Donc là, c'est dans le cas de Daniel, mais c'est pour beaucoup. Pour beaucoup, on fait les dossiers ANTS, on fait les CPF, récupérer les dossiers d'auto-école perdus pour X raisons. Enfin, voilà, il n'y a pas que du financier, c'est ça aussi. Parce que, pour beaucoup d'ailleurs, il n'y a pas tant de financement que ça au final. Donc, c'est plutôt l'accompagnement administratif et puis le soutien moral, si je peux dire ça comme ça. C'est le fait de planifier avec la personne, de la rendre responsable de son parcours, que si elle a une difficulté, qu'elle nous en fait part. Et du coup, on voit avec elle, on partage, entre guillemets, cette difficulté, elle ne la garde pas pour elle. Et qui permet de reprendre le parcours et de ne pas se stopper en sachant qu'on est là. C'est ça qui fait que la personne continue son parcours. Et ça, petite question dans le chat. Christelle aimerait savoir si, pour ces deux personnes, Monsieur Ken et Monsieur Despared, la formation, on était plutôt sur du BA ou du BL, évaluée à combien d'heures? Est-ce que vous pouvez nous apporter une réponse? C'est quoi le niveau de français, c'est ça que vous voulez dire? Non, je n'ai pas compris la question. BA ou BM? Attendez, je vais regarder. On n'a pas compris la question. José, on n'a pas compris la question là. Boîte auto ou boîte mécanique? Ah, d'accord. Alors, vous êtes en boîte manuelle, vous êtes pas en boîte auto? Je suis en boîte manuelle. En boîte manuelle. Oui, manuelle. Oui. Alors oui, on conseille aussi sur ce genre de choses. Oui. Je parle d'évaluation déjà. L'évaluation de conduite est très importante pour savoir préparer le budget, quel financement on peut avoir, quel reste à charge il y aura. Est-ce qu'on fait plutôt boîte manuelle ou boîte auto? Tout ça, c'est dès l'évaluation. Il y a une question de Ramona Oulet. Pourquoi avoir utilisé la NTS? C'est parce qu'en fait, on est obligé d'avoir un dossier d'auto-école. Donc, sur le site ANTS, donc c'est le site de la préfecture ANTS. Donc, les personnes, pour s'inscrire à l'examen du code et pour la conduite, doivent avoir un dossier d'auto-école avec un numéro 9. C'est comme un numéro de sécurité sociale. C'est un numéro d'identification en tant qu'élève d'auto-école. Et si on n'a pas fait ce dossier, on n'a pas de numéro 9. Si on n'a pas de numéro 9, on ne peut pas s'inscrire aux examens et on ne peut pas passer le permis. Merci beaucoup, Vanessa. De rien. Écoutez, est-ce que c'est terminé au niveau de votre témoignage? Et tous les deux, on va peut-être pouvoir laisser terminer s'il n'y a pas d'autres questions. Puis, c'est justement à dire que pendant les 7 mois que j'ai accompagné par plateforme, c'est juste pour remercier Madame Moulard et Vanessa parce que là, j'étais un petit peu loin d'avoir un permis parce que par rapport à la confiance, par rapport où se trouve où faire le dossier et tout ça. Donc, il était très gentiment à m'accompagner et tout ça. Donc, c'est juste pour remercier et féliciter gentiment. C'est ça, merci. Merci à vous, Daniel. Merci d'avoir témoigné aujourd'hui dans ce webinaire. Et merci à Vanessa. Je dois un peu accélérer. Vous m'excuserez, c'était très intéressant, mais là, je dois redistribuer la parole. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci. Donc, Éloi,
pour terminer ces interventions assez riches, hein, Éloi, tu vas nous parler du bilan du parcours. Oui, alors voilà, rapidement, donc la fin du parcours mobilité, qu'est-ce que c'est? Ça peut être deux choses, soit on est à l'achèvement d'un parcours complet ou d'une opération complète, selon les financements, soit on est sur une sortie anticipée en cours de parcours. Parfois, voilà, on a des interruptions de parcours si la personne retrouve un emploi, n'a plus les disponibilités pour continuer. Voilà, et donc ce qu'on trouve souvent, c'est un bilan de fin de parcours, comme Florence Muller l'évoquait en tout début de présentation. Un bilan de fin de parcours, à quoi ça va servir? C'est généralement donc c'est un compte rendu finalement du parcours qui fait généralement suite à un entretien de fin de parcours si c'est un parcours complet, notamment dans le cadre de certains marchés Pôle emploi. Voilà, donc ça va consister à faire le bilan des actions menées, des progrès obtenus, mais aussi donc des progrès en termes de mobilité, mais aussi de leur impact sur l'insertion socio-professionnelle, et puis des éventuelles préconisations restantes. C'est vrai que, voilà, par exemple, sur des opérations comme le marché MBI du Pôle emploi, là, on est plutôt sur un parcours qui est calibré sur 3 mois, donc c'est très rapide, et puis souvent, il y a encore des préconisations restantes à la fin du parcours. Voilà, du point de vue des outils, c'est aussi toujours une phase où il y a à nouveau du traitement administratif, généralement. Pour les prescripteurs, pour les financeurs, on va envoyer un compte-rendu résumant l'ensemble du parcours. Donc là, je pense par exemple aux documents qu'on voit sur la droite, que ce soit pour le Pôle emploi, pour le FSE. Voilà, ça va reprendre les éléments du bilan dans un livrable formel. On va détailler l'évolution de la situation en sortie de parcours et puis aussi des statistiques périodiques sur les parcours. Donc ça, pour faire le lien avec l'outil qu'on présentait tout à l'heure pour le diagnostic, on a intégré aussi un petit module de questionnaire en sortie qui est composé d'une dizaine de questions et qui est calibré sur les questions demandées par le Fonds social européen, par le marché MBI, et qui permet voilà, de publi-poster toutes les données qui sont remplies dans le logiciel. Directement, on obtient les livrables. Est-ce que tu peux préciser l'acronyme MBI, s'il te plaît? Eh ben, à vrai dire, je le connais pas exactement parce que on me l'a toujours présenté comme tel. En tout cas, ça désigne des marchés Pôle emploi qui ont été passés dans chaque région à la fin de l'été. Et donc, c'est plutôt c'est une prestation qui est sur un diagnostic et puis qui dure ensuite 3 mois d'accompagnement suite à un diagnostic. C'est dans le cadre, c'est pour les demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi. Je pense que ça doit vouloir dire marché bilan individuel, mais je ne suis pas sûr à ce niveau-là. Voilà. Et puis, c'est aussi un outil qui permet, à la fin de l'année, d'éditer des tableaux de statistiques pour le Fonds social européen, notamment, sur les données en entrée et en sortie. Et puis, je voulais présenter, pour finir, je vois qu'on arrive à la fin, les réflexions sur l'impact du parcours mobilité. Donc, il y a des enjeux autour de ça. L'étude qu'on mène actuellement avec les partenaires chez Mobine vise à construire un indice c'est un projet de recherche exploratoire autour de la création d'un indice de mobilité pour l'emploi. C'est utile pour les plateformes mobilité et pour les financeurs actuels ou les financeurs potentiels pour faire de l'évaluation d'impact social. C'est utile éventuellement aussi pour les conseillers mobilité ou pour les bénéficiaires accompagnés pour éventuellement visualiser la progression. Ça peut être utile pour des recruteurs si on veut aussi valoriser les acquis de mobilité. Voilà. Plusieurs questions autour de la mesure d'impact. C'est une question assez compliquée. Déjà, l'objectif, qu'est-ce qu'on veut mesurer? On vise plutôt l'autonomie. Le but, c'est d'avoir j'ai mis un petit graphique sur la droite. Le but, c'est de mettre la personne en situation d'autonomie à la sortie du parcours. Aujourd'hui, on est plutôt sur des mesures un peu binaires en sortie de parcours. Est-ce qu'il y a retour au permis? Obtention du permis ou retour à l'emploi. L'idée, c'est de pouvoir discrétiser, affiner un peu ces indicateurs-là. Le rapprochement de l'emploi, c'est un peu plus fin, c'est moins binaire que ça. Voilà. C'est aussi pour des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, pouvoir avoir des indicateurs qui ne sont pas basés que sur ça. Et puis, c'est aussi mesurer non seulement l'impact sur l'emploi, mais aussi
c'est souvent plus large que ça. On agit sur la mobilité pour l'emploi, mais finalement, il y a un impact dans la vie au quotidien de la personne. Ce qui est difficile, c'est ce qu'on voit sur le petit graphique en haut à droite, c'est que les effets sont multiples et puis ils sont continus. L'indice de mobilité, on peut imaginer qu'entre l'entrée en orange et puis la sortie en bleu, ça va augmenter fort du fait de l'accompagnement, mais c'est pas pour autant qu'il va stagner après le parcours mobilité, il va continuer d'augmenter puisque la personne aura de l'autonomie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra pouvoir mesurer aussi. Pas forcément simple, du coup, sur des parcours qui durent 3 mois ou voilà, sur des prestations, des opérations assez rapides. Par contre, sur des parcours complets, c'est faisable. Prise en compte de la dimension temporelle. Donc, les progrès ne sont pas que ceux à la fin du parcours mobilité. Et puis, c'est aussi parce que la mobilité n'est pas toujours le seul frein pour le retour à l'emploi. Donc ça pose différents enjeux ou défis pour cette mesure. Il faut avoir accès en sortie à des données qui sont plutôt souvent dans les mains des prescripteurs. Comment est-ce que la personne, finalement, 3 mois ou 6 mois après, va retrouver un emploi, va entrer en formation. Donc ça, c'est, je pense, intéressant d'avoir des synergies avec les prescripteurs. C'est aussi un peu ce qu'on met en place. Et puis, au niveau de l'indice de mobilité en tant que tel, il y a besoin d'une méthodologie transparente qui puisse permettre de comparer les bénéficiaires aussi, qui soit la même en tout cas pour les bénéficiaires, qui soit objective. Et l'idée d'avoir un indice de mobilité entre guillemets composite. Vous voyez le petit graphique, on appelle ça toile d'araignée, on va dire. Et voilà, en fait, un indice pour la mobilité, c'est peut-être assez imprécis. Si on arrive à le discrétiser en fonction du savoir bouger, du pouvoir bouger, c'est intéressant. Et là, il y a un enjeu scientifique à pouvoir savoir pondérer les poids des composantes en fonction de l'objectif de la personne. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler ce semestre à l'école polytechnique de Lausanne, au laboratoire de sociologie, et puis avec les partenaires chez Mobile. Merci Éloi, tu as réduit ton intervention, tu es allé très vite pour essayer de tenir les délais, on aura quelques petites minutes de retard. Je vais maintenant, s'il y a des questions, j'ai vu que Florence, merci, hein, tu as répondu directement, comme ça nous fait gagner du temps, donc vous pouvez regarder les réponses directement, soit dans l'onglet questions ou dans le chat, il y a pas mal de choses intéressantes qui circulaient. Il y a une question qu'on n'a pas vue et je l'ai notée et peut-être que Pascal va revenir avec nous sur la conclusion. Qu'en est-il du vouloir bouger? On avait eu cette question-là tout à l'heure. Quelle piste pour intervenir? C'était, je ne sais plus qui posait cette question tout à l'heure dans le chat. Et je l'avais notée pour pouvoir vous la reposer à la fin du webinaire. Alors, qu'en est-il, chers intervenants, du vouloir bouger? Je ne sais pas, je pense que les conseillères, enfin Florence et Vanessa sont en mesure de répondre, mais en fait c'est en creux. On a bien vu tout le travail d'accompagnement très fin, très quotidien, la mise en relation, et c'est ce qui va mobiliser ou remobiliser la personne assez souvent. Pour qu'elle s'engage véritablement dans un parcours vers une mobilité autonome. Et donc, le vouloir, il est travaillé finalement au travers tout ce qui a été dit jusqu'alors, au travers toutes les actions qu'on peut mettre en place, tout le soutien, toutes les mises en situation de mobilité qu'on peut avoir, les diverses mises en situation, et cet accompagnement, oui, vous l'avez vu, qui peut être dans la durée, et très, très fin, très permanent avec les conseillères mobilité ou les conseillers mobilité. Je crois que c'est le vouloir bouger, il est beaucoup, beaucoup là-dessus. Mais de toute façon, il va falloir toujours s'appuyer sur cette question de mobilité, sur, on va dire, les motivations des personnes. On a beaucoup parlé de mobilité pour l'emploi ou pour la formation ici, mais je pense que Vanessa ou Florence pourraient en attester. La mobilité, ce n'est pas que ça. Et Éloi l'a évoqué aussi, c'est avant tout la liberté pour les personnes. Pouvoir se déplacer, c'est gagner en liberté, se transformer, engager des choses. Et donc, il va falloir voir, bien sûr, comment se déplacer vers l'emploi, vers la formation, mais aussi on va pouvoir s'appuyer sur d'autres motivations. Comment je vais pouvoir finalement aller augmenter ma capacité à prendre des loisirs, aller retrouver ma famille, etc. Et c'est aussi sur ces motivations-là, parfois, qu'on s'appuie pour engager les personnes dans des parcours mobilité. Enfin, je pense que Vanessa et Florence peuvent
peuvent confirmer cette affaire-là. On a beaucoup parlé de la visée utilitaire là, de la mobilité pour l'emploi, mais elle n'est pas, les motivations sur lesquelles on s'appuie, elles vont bien au-delà. Moi, je résumerais par dire que c'est s'autoriser à, c'est-à-dire la personne, elle a la liberté de faire ou de ne pas faire, de s'autoriser à tenter des choses ou à ne pas tenter. Nous, on est là pour l'accompagner, à lui donner les clés. Elle prend les clés, elle ouvre ses portes. On est vraiment là pour qu'elle trouve sa solution. C'est-à-dire que le vouloir bouger, il est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait des propositions, la personne a l'entière liberté de choisir de faire ou de ne pas faire, ou de faire en partie, de faire tout de suite ou de ne pas être prêt de le faire. Voilà. Et nous, on accompagne ça. Après, quand quelqu'un ne veut pas, nous, on dépense de l'énergie, hein. Donc l'objectif c'est de se ménager tous et à la fois en tant que professionnel, mais aussi la personne dans son parcours. C'est-à-dire que si le vouloir c'est forcer quelqu'un à faire, on n'obtiendra pas les résultats. C'est ses objectifs à lui qui sont définis au départ suite au bilan de compétences, où il y a les préconisations, il dit s'il est d'accord, pas d'accord, dans quelle échéance, et après on organise. Et le fait d'avoir un suivi très régulier et rapproché permet de maintenir justement ce vouloir bouger et cette motivation à réussir. L'objectif, c'est quand même de les mener à la réussite et concrétisation de leur projet. Donc après, c'est vraiment… et puis, il y a des gens qui peuvent être réticents au départ et ensuite, ils vont réfléchir parce qu'il y a un événement qui fait que, une situation qui fait que, qui se disent « Ah oui, finalement, c'était pas mal » et ils vont faire. Enfin, voilà. Bon, je vais arrêter parce que je vois Josie qui me fait… Il va falloir conclure et nous avons la dernière question de Sophie. Alors, ce n'est pas pour relancer le débat, je trouve que ça fait une transition avec la conclusion de Pascal, notre pilote professionnalisation sur les prochains webinaires. Oui, merci déjà. Merci à tous et à toutes vous pour vos questions, vos interventions et puis bien sûr aux intervenants. Juste pour terminer, effectivement, si vous souhaitiez aller plus loin, mais ça a été dit déjà, donc notre réseau Mobine propose une formation, la question a été posée, une formation de 4 jours que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Sur le site mobine-solution.fr, nous avons un onglet formation et vous aurez le descriptif très complet de cette formation intitulée Les fondamentaux du conseil en mobilité pour l'insertion. Voilà, vous pouvez aller voir tout ça. Il y a une fiche téléchargeable qui dit exactement quel est le contenu, quels sont les objectifs, etc. Donc, je vous renvoie à ça. Et effectivement, notre volonté, c'est toujours d'aller plus loin dans la professionnalisation. On ne s'invente pas conseiller en mobilité insertion aujourd'hui, donc on a vraiment un travail important de développement de nos compétences là-dessus et cette formation y contribue. Et je terminerai simplement en vous disant quelques petites choses pratiques, vous dire que à la suite de ce webinaire, là, dès qu'on aura terminé, il y a normalement un petit questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé. On est certainement perfectible dans cet exercice des webinaires et donc si vous voulez bien nous répondre, ça serait bien. Vous aurez également accès au replay de ce webinaire pour ceux qui n'auront pas pu suivre. Et puis vous dire, là aussi pour terminer, que nos deux prochains webinaires seront autour des questions de ce qu'on appelle l'écomobilité, accompagner vers l'écomobilité inclusive et solidaire. Pour le dire autrement, toutes les solutions alternatives à la voiture seule. On a beaucoup aujourd'hui parlé de permis et de voitures, bien sûr. Mais on verra qu'il y a tout, aujourd'hui, on développe les conseillers ou conseillères en mobilité, accompagnent sur bien d'autres solutions, sur le vélo, sur les mobilités actives, la mobilité partagée, sur le covoiturage, etc. On l'a évoqué aujourd'hui, mais c'est vraiment de plus en plus fort parce que ce sont des solutions à court terme. Et puis, en mai, on reviendra, on rezoomera de manière beaucoup plus précise encore sur comment passer son permis en école de conduite à statut associatif. Donc, on reviendra là sur quelque chose de plus fin sur le rôle des écoles de conduite à statut associatif qu'on appelle ordinairement auto-école sociale. Je vois qu'on me demande de revenir à la diapo d'avant, alors je vais le faire facilement dans le chat. Alors,
Voilà, si c'était ça la question, mais de toute façon, vous allez sur le site Mobine, vous trouvez tout ce qu'on vient de dire et vous aurez aussi accès à ce webinaire en replay sur le site Mobine. Voilà un petit peu, Josie, je ne sais pas si on a fait le tour de la question, on est un petit peu en retard, mais il y avait beaucoup de matière. On est légèrement en retard. J'espère que personne ne nous en voudra. En tout cas, merci encore beaucoup et puis au plaisir de vous revoir à nos prochains webinaires. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.